Mauchélan le disait, j'ai envie de le citer, ça va être chaud maintenant, parce qu'il va choisir, et donc il va falloir choisir et donc renoncer. Est-ce que c'est exactement là que vous êtes en tant que ministre dans l'histoire de Mauchélan? Alors d'abord, je ne sais pas comment il écrivait chaud. Si il écrivait S-H-O-U, S-H-O-W, non, ce ne sera pas du chaud. Ça, c'est déjà clair. Si il écrivait de manière française ou francophone belge, alors effectivement, on va vivre encore des heures palpitantes des chauds. Mais est-ce que, avant de continuer, je peux d'abord saluer? D'accord. Donc, je voudrais juste prendre 2 minutes. Premièrement, pour vous saluer. Je pense que j'en ai vu la plus grande partie, qu'un certain nombre m'ont déjà interpellé, donc j'ai pris dans mon sac à dos un certain nombre d'interpellations. Je ne sais plus si je dois tutoyer ou vous voyez. Alors je vais appeler Jérôme, vous. Non, ça ne va pas aller ça. En fait, on n'est pas au bout d'un chemin, mais à la croisée d'un chemin. Et j'ai envie d'abord de remercier et de leur demander pour un peu les mettre mal à l'aise, de se mettre là devant et que tout le monde voit. Mélanie. C'est vrai. Alors, est-ce que Ambre et Héloïse... Oui. Hop. Est-ce que Juliette et Julie... Héloïse, où es-tu? Alors, vous représenterez Héloïse, mais je pense qu'elles ont vraiment droit aux vrais applaudissements. Parce que nous, on va vous expliquer des choses, mais elles vont faire une forme. Et si au bout du processus on va discuter, vous avez confiance, c'est parce qu'elles ont travaillé. Voilà. Ah. Alors Madame la Ministre, effectivement, c'est le moment des conclusions de Mauchélan. On le sait, hein, les rencontres ont été très suivies, plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Une fois de plus, la preuve aujourd'hui, on sait que le secteur est un peu tendu et que dans Mauchélan, il a mis beaucoup d'espoir et beaucoup d'attente. Vous êtes conscient de ça, j'imagine. Comment on se sent quand on va devoir choisir et donc renoncer devant un secteur? Comment est-ce qu'on prend cette donnée-là en compte? Mais d'abord, tu l'as dit, il y a 804 recommandations. Alors, avant de dire si je vais devoir renoncer et choisir, on a vraiment voulu que ça se... et je tiens à le rappeler, ce n'est pas la volonté de la ministre. C'est les recommandations que vous avez construites. Et donc, il ne fallait pas s'arrêter là. Il fallait, au travers de comités d'accompagnement opérationnels, de pouvoir voir quel était le phasage qu'on pouvait faire, comment on pouvait prioriser et comment... Et donc, on les a mis en place. Et puis, on s'est déjà mis au travail quand même. Hein. On n'a pas attendu comme ça. Donc, on a pris les conclusions au fur et à mesure. Et s'il y a un sentiment qui est le mien aujourd'hui, c'est celui de la co-responsabilité de l'aboutissement. Ma responsabilité comme politique, de le faire avancer, de porter les choses, et votre responsabilité de me surveiller pour savoir si je vais le faire. Et de me contrôler. Au même titre que l'administration contrôle les budgets, les comptes et la réalisation de vos contrats-programmes, je vous engage à contrôler la manière dont je vais continuer le processus. Mais le processus, il continuera dans la concertation. Je ne vais pas m'enfermer dans une tour d'ivoire. Alors oui, on rappelle, et c'est très important que ni vous ni votre cabinet n'êtes intervenu durant le processus consultatif et qu'il s'agit effectivement de positions exprimées collectivement et partagées par les secteurs. Alors, 804 recommandations, ça peut faire peur comme ça, le chiffre c'est énorme. Quel est le calendrier? Comment est-ce que vous allez procéder à partir de demain matin? Alors, à partir d'hier, on a mis ces comités en place, mais je tiens quand même à dire que certaines recommandations ont déjà été transformées. Le décret des arts de la scène, c'est l'illustration de l'artiste au centre et de la mise en évidence du travail de l'ensemble des artistes. Et je tiens aussi à souligner,
parmi les artistes, le travail des techniciens. On l'a encore vu aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Le décret sur le prix du livre, c'est aussi l'illustration, à un moment donné, de la reconnaissance de la qualité de nos auteurs belges. C'est aussi l'illustration de la chaîne du livre, parce que c'est aussi important. Et parfois, quand on pense culture, on pense d'abord art de la scène, mais je sais qu'on partage l'importance de mettre aussi en évidence le livre. C'est le décret le renouveau du décret cinéma. On l'a évalué, le décret cinéma, et hier en commission, on a voté le décret cinéma. C'est ça qui s'illustre. Et par ailleurs, c'est la poursuite. La poursuite avec aujourd'hui la récolte des conclusions entrepreneuriat et gouvernance. Et donc, c'est le travail aussi de la suite, de la démocratisation du rapport de la culture aux politiques et de la gouvernance. Alors, il y a 804 recommandations, ça peut faire peur comme ça, mais sans bien évidemment minimiser ou dépouiller les synthèses de leur substance, il y a quand même quelques grands dossiers structurels qui traversent la réflexion de Bougelini et qui recoupent vraiment un grand nombre de recommandations. Quels sont les dossiers qui, pour vous, sont transversaux, qui doivent avoir une attention primordiale? Alors, les dossiers le plus transversal, et c'est certainement aussi parce qu'on a commencé par l'artiste au centre, mais c'est de travailler, et là je ne le ferai pas seul, parce que seul je n'arriverai à rien, sur le statut de l'artiste, sur la reconnaissance du statut de l'artiste. Et donc là, c'est un travail que mon collègue Ven Gatz est vraiment prêt à empoigner avec moi, et donc je veux quand même dire aussi qu'on se tourne souvent et on se focalise sur la communauté française, mais avoir un collègue au Nord qui est prêt à travailler main dans la main pour faire porter le dossier du statut de l'artiste, c'est essentiel. Et donc pour aller ensemble, et donc on a pour l'instant un groupe commun de nos deux administrations, de nos deux cabinets, pour mettre à jour une série de revendications qui sont vraiment transversales. Autre dossier transversal, celui de la formation. Je suis en train de crachoter. Alors celui de la formation, je mets trois choses en évidence dans la formation. La formation initiale des artistes. Parce qu'en fait, on se rend compte que les artistes, souvent, ils ont appris au travers de leur formation à créer, à oser créer, à savoir créer, et parfois ils n'ont pas toujours eu la formation nécessaire à l'accompagnement de l'entrepreneuriat qu'ils ont. Et donc, deux enjeux à ce niveau-là. Un, l'apprentissage de l'entrepreneuriat aussi dans la formation initiale, et deux, et franchement, c'est essentiel qu'ils puissent avoir des fédérations représentatives, des lieux qui peuvent les accompagner, des lieux d'accompagnement, et ça vient aussi, et ça ressort de la coupole entrepreneuriale aujourd'hui. Formation artiste. Deuxième aspect, formation des maîtres. Une des coupoles essentielles et transversales, c'est la coupole culture-école, avec le fait que la formation initiale des professeurs, aujourd'hui instituteurs, professeurs du secondaire, n'intègre pas suffisamment la dimension culturelle. Je ne citerai pas ici d'auteurs beaucoup lus, parce que de toute façon, autrement, tu ne vas plus t'arrêter. Mais il est vraiment essentiel, et je vais prendre un autre exemple que le français. Je vais prendre les mathématiques. Apprendre les mathématiques sans avoir aucun rapport à la culture architecturale, par exemple, c'est déjà se perdre des possibilités de faire comprendre et aimer la théorie des vecteurs et le calcul matriciel à des élèves. Je peux t'expliquer si tu veux. Ça marche pas. Je suis d'abord un peu plus matheuse, évidemment. Troisième aspect de la formation continuée. La formation continuée des animateurs, la formation continuée des gens qui, sur le terrain, tous les jours, dans les ASBL, accompagnent des personnes et font de la médiation. Et donc, moi, j'avoue, je ne suis pas pour un médiateur désigné. Je trouve que chacun, là où il travaille dans le cadre d'animation, doit prendre avec lui la dimension de médiation. Et bien sûr, on pense aux centres culturels, et merci à ceux qui font un travail extraordinaire dans les centres culturels. Mais je voudrais aussi mettre en évidence ceux qui le font dans les écoles des devoirs, ceux qui le font dans des entreprises d'insertion, ceux qui le font sur le terrain tous les jours. J'aime aussi de rappeler qu'un Belge sur 5 se bouge les fesses dans une association. C'est une réalité alors.
Vous parlez de l'entrepreneuriat culturel, c'est une coupole importante. Hein, et cette coupole entrepreneuriat culturel a structuré sa synthèse autour de 4 grands axes, on peut dire, les formes juridiques, les structures d'accompagnement, les modes de financement, et enfin architecture, mode et design. Qu'est-ce que vous retenez à chaud effectivement de cette coupole? Je viens de parler un peu de la formation, voilà. Et donc ça c'est vraiment une dimension essentielle qui sort de cette coupole. Une autre dimension essentielle, pour n'en prendre qu'une, hein, vous m'excuserez, c'est celle de tout ce qui est accompagnement. Et donc les structures d'accompagnement pour moi sont importantes. Le métier d'artiste est un métier souvent éminemment solitaire. Connaître et avoir des lieux où on peut travailler avec ses pairs, mais aussi sentir qu'on peut être rassuré, sans que ce soit nécessairement des lieux qui vous obligent à une dépendance, c'est vraiment essentiel. Et donc, j'espère pouvoir bientôt lire sur mon bureau des propositions de budget, de projets dans ce cadre-là, et je le dis aussi, un projet de maison des fédérations. Organisez votre parole, ça vous rendra fort dans l'articulation aux politiques. Alors, il y avait une coupole qui était la coupole de la nouvelle gouvernance. C'est très important aussi le rapport que le citoyen peut entretenir avec le politique et que le politique peut entretenir avec le citoyen, bien évidemment. Et dans cette coupole nouvelle gouvernance culturelle, on est sur des questions qui sont sensibles, bien sûr. Et dans les synthèses, hein, les différents secteurs ont évoqué une nouvelle typologie des politiques culturelles pour y voir plus clair et détecter les zones oubliées en Fédération Wallonie-Bruxelles, une nouvelle typologie des opérateurs basés sur la participation, ou non d'ailleurs, des pouvoirs publics dans les organes de décision, la clarification des outils en mode d'intervention publique et ce compris des instances d'avis, les droits des créateurs, des opérateurs et des usagers, les coopérations locales, régionales, fédérales et internationales, les systèmes d'information et d'évaluation des politiques culturelles. On a l'impression que rien que ça pourrait être le travail d'une vie. Comment est-ce qu'on va régler tout ça? Et qu'est-ce que vous en pensez de cette coupole-là? Quand on parle du travail d'une vie, en ce qui me concerne et dans des boulots différents, je pense que ça fait plus ou moins 20 ans que je me bats pour une charte associative et pour un certain nombre de principes de gouvernance. Et donc, il reste du chemin et ils sont ici résumés d'une manière différente. Mais ce qui me paraît vraiment essentiel, et pour moi, c'est important. C'est de pouvoir à la fois reconnaître la place de tous les acteurs. Le politique a une place, celui de soutenir une politique culturelle, de l'accompagner et de peut-être se donner des priorités, par exemple, par rapport à l'accessibilité, à la démocratie, à la démocratisation de la culture, etc. C'est vous qui, au travers de vos créations, faites la politique culturelle au sens, c'est vous qui donnez une image de ce qu'est la culture dans ce pays. C'est pas moi, c'est vous. Et pour le faire, vous êtes entre autres accompagné par une administration qui, elle, met en œuvre un cadre juridique voté par le politique. Différencier ces rôles. C'est vrai, je le dis tout de suite, je suis strictement opposée à la participation politique dans les conseils d'administration. Je trouve ça une aberration de l'histoire et je me suis battue contre avant. Dans d'autres vies, je continuerai à dire on ne peut pas être régulateur en même temps qu'opérateur. Ce n'est pas possible. Autrement, à tout moment, il peut y avoir des problèmes de collusion. Ce n'est pas la joie. Et donc, par rapport à ça, c'est un enjeu qui revient. Là, il y a un autre enjeu qui revient, c'est la lisibilité du droit. À un moment donné, une des différences d'égalité, c'est la capacité que certains ont, plus que d'autres, à pouvoir interpréter le droit, l'utiliser et se créer à partir de là des avantages. Donc, que ce soit au niveau de l'administration ou que ce soit au niveau du régulateur politique, il est essentiel que nous ayons un droit lisible. Et pour ça, il faut le concerter. Enfin, c'est le sujet sur lequel je peux partir pendant très longtemps. Très longtemps. Je pense qu'on est là pour ça. Ben non, je peux continuer. Autre chose, c'est les commissions d'avis. Si le politique a le devoir de venir devant vous pour vous expliquer pourquoi il a pris telle décision, y compris quand c'est une décision, par exemple quand je décide de réinvestir 1 million dans Charleroi,
il est évident que cette décision n'est basée sur rien d'autre qu'une volonté politique de ma part de le faire. Je suis parfaitement, et je veux bien l'assumer, et je veux bien l'expliquer aussi. Mais par ailleurs, quand je prends des décisions, j'ai le devoir d'être capable de les expliquer. De la même manière, dans des commissions d'avis, il n'est pas normal que des commissions d'avis soient organisées pour que des gens y restent 10 ans. Non, il faut là aussi des rotations. Il faut là aussi prendre ses responsabilités. C'est ensemble que nous co-gérons un budget beaucoup trop petit, je sais, mais un budget dans lequel, à partir du moment où on est dans une commission d'avis, on porte aussi une responsabilité de donner un avis au régulateur. Voilà, ce sont des enjeux comme ça. Sur la gouvernance, je peux y aller. J'ai une question générale avant une question beaucoup plus particulière qui va intéresser tout le monde parce que c'est la question de l'argent, bien sûr. Ils sont toujours intéressés par la qualité. Et j'avais une question plus générale. Moi, j'ai vu passer quelques ministres de la culture. J'en ai même vu passer que la question ne m'intéressait pas. Il y a pas mal de temps déjà, il y en a eu. Il y en a même un qui n'est pas resté longtemps, mais c'était chouette. Et vous, ça veut dire quoi, la culture? Vous dites, vous avez une administration pour la culture. Mais c'est quoi la culture? En quoi c'est une question primordiale aujourd'hui pour la citoyenne que vous êtes et pour la ministre, bien évidemment? Alors, depuis que je suis là, depuis 8 mois maintenant, un peu plus, il y a une chose qui m'a chaque fois mise en colère. C'est la question, ce n'est pas celle que tu viens de me poser, c'est pour expliquer. C'est la question, je ne devrais plus me mettre en colère, c'est la question qui était... comment allez-vous faire pour que la culture réponde à des problèmes de société? Or, et donc, comment est-ce que, pour prendre des exemples, on va faire plus de culture à Molenbeek, parce que soi-disant, si on fait plus de culture à Molenbeek, il n'y aura plus de problème à Molenbeek. La culture, pour moi, elle est fondatrice, je fais exprès comme ça, enfin, naturellement comme ça, elle est fondatrice de ce que nous sommes. Ça veut dire, et si on tient, et si je tiens à ce point-là avec la ministre de l'Enseignement, Marie-Martine Schmitt, à ce qu'elle revienne et qu'elle prenne sa pleine place dans l'école, comme la coupole culture-école l'a aussi mis en évidence, c'est parce qu'elle nous construit. C'est à partir de nous-mêmes et de notre rapport aux autres qu'on construit une culture. Donc, et qu'on se construit notre culture. Donc c'est au-delà de notre rapport à l'art, au-delà de notre rapport à l'émotion, c'est notre rapport à nous-mêmes qui est fond. Enfin, c'est par là que la culture se fonde. Et donc, c'est bien elle qui construit, enfin qui permet d'aider à construire le vivre ensemble. Elle n'est donc pas une réponse contre l'obscurantisme, elle est ce qui empêchera l'obscurantisme à partir du moment où on est réconcilié avec nous-mêmes et réconcilié avec l'intelligence de l'autre dans la culture. Donc pour moi, c'est ça qui est fondamental. Vous avez bien fait d'applaudir maintenant, parce que maintenant, on va parler d'argent. Alors, j'imagine, 804 recommandations, bouger les limites, des années de travail, j'imagine qu'il y a de l'argent. Pour ça, beaucoup d'argent. Pour ça, la crainte, j'imagine, de tous ceux qui sont dans cette pièce et de tous les autres, c'est qu'on prenne à Pierre pour donner à Paul. Ce qui est technique, c'est, on l'a déjà fait quoi, dans l'histoire. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus d'argent pour la culture ou pas, très clairement? Sinon, comment va-t-on faire? Là, je pense que c'est vraiment le moment d'être clair. C'est une question qui fait marquer. C'est mon deuxième prénom. Donc, premièrement, je suis, je le dis, une des rares ministres au niveau de l'Europe qui a une augmentation de 3% de son budget. Je vous assure, regardez les pays qui nous entourent, et donc je remercie l'ensemble du gouvernement d'avoir permis l'augmentation de 3% de mon budget. Ça fait une somme, certainement j'aurais préféré revenir avec 10, mais je suis revenue avec 3. Donc voilà, ça c'est une première chose. 2, sur les 804 recommandations qui me sont faites, je vais tout de suite vous rassurer, il n'y en a pas 804 qui coûtent de l'argent et je vous remercie pour votre responsabilité de ne pas avoir fait 804 recommandations qui coûtent de l'argent.
C'est pour ça que dans le cadre des comités opérationnels d'accompagnement et de mise en œuvre, on fait aussi la différence. Pour être clair, certaines recommandations nécessitent, entre guillemets, juste, vous m'en excuserez l'administration, une note verte pour dire « je voudrais bien que dorénavant vous interprétiez ceci non plus comme ça, mais sur base de la recommandation, je pense que si vous l'interprétez comme ça, on sera plus juste, plus objectif et qu'il y aura plus de clarté pour le terrain. Par contre, il y a une série de recommandations qui vont coûter de l'argent. Et je n'ai pas de baguette magique. La seule chose que nous allons faire, c'est les phaser dans le temps, voir aussi lesquelles, entre guillemets, rapportent le plus vite. Ce que je veux dire rapporte le plus, c'est pas de l'argent, mais lesquelles sont indispensables à mettre d'abord en œuvre pour que les autres prennent sens derrière. Et donc, les comités de suivi opérationnel ont deux choses essentielles à faire. Un, chiffrer, et deux, mettre une ligne du temps qui donne un phasage logique. Pourquoi un phasage logique? Parce que un des gros problèmes des politiques, et donc j'assume que j'en suis une, complètement, c'est parfois, parce que ça par contre je suis moins comme ça, de vouloir dire que c'est leur réforme. Et donc ici, c'est pour ça que j'appelle vraiment la structuration du secteur, il faut que ça reste votre réforme. Il faut que, puisque vous y avez travaillé pendant des centaines de jours, après qu'on ait fait le phasage et la capacité d'opérationnalisation, le suivant ou la suivante ne puisse pas vous dire elle n'avait rien compris, je recommence. Parce que c'est pas moi qui vais comprendre ou pas comprendre. Quelque part, vous m'avez donné la feuille de route, on va se mettre d'accord sur le timing, et puis voilà. Et par ailleurs, j'irai me battre pour aller chercher les moyens de financer un certain nombre de mesures complémentaires, j'en suis parfaitement conscient. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que je les ai rappelées. Très bien. Alors, vous touchez à quelque chose d'essentiel, qui est que vous avez pris finalement ce processus en cours. Il y a maintenant plus de 8 mois, et que, je suis désolé de vous dire, mais votre espérance de vie va peut-être voir au-delà de 2019 à ce poste. On est bien d'accord. Donc comment rassurer finalement, parce qu'on sait que les ministres passent, que les artistes, eux, restent. Ça, c'est une bonne C'est une évidence. Et c'est un énorme problème, justement. Alors, on ne voudrait pas le même ministre 45 ans, c'est pas ce que je veux dire. Mais en même temps, comment vous allez assurer ce secteur? Qu'il n'y aura pas après des tricotages, et que tout cela ne sera pas une petite réforme par-ci, une petite réforme par-là, et que le changement structurel du secteur va bel et bien s'opérer. Alors premièrement, je n'ai pas remis tout en cause en prenant l'héritage de Joël Milquet. Et d'ailleurs, je tiens, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, à rappeler que si tout ça existe, c'est parce qu'elle a aussi la force de génie et la conviction qui a fait qu'à un moment donné, elle a voulu porter cela. Et donc, merci à elle, parce que c'est parce qu'elle a le courage qu'elle a que cela ait pu être possible. Ça, c'est un. Deux, j'ai donc pris le processus en cours. Et donc, je me suis attelée à ce qu'il puisse poursuivre. Aujourd'hui, c'est essentiel, il est essentiel que nous puissions avoir le phasage, le timing et la manière dont on peut le mettre en œuvre. Le suivant ou la suivante, je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas garantir que ce suivant-là aura envie de faire ça. Mais ce dont je peux garantir, c'est que si on travaille entre maintenant et 2019 correctement à ça, on aura inscrit quasiment dans le pavé, ce qui fera qu'il sera difficile de s'éloigner du chemin. Et si d'ici là, vous avez votre maison des fédérations, vos syndicats d'artistes, si vous avez d'ici là créé les lieux qui forgeront votre parole, c'est un peu plus compliqué que quelqu'un vienne dire je vais tout changer. Donc pour moi, une des urgences de mise en œuvre, c'est la structuration du secteur. Je vous offre maintenant un temps de parole libre. Je pense qu'on a fait le tour de ces conclusions, même si effectivement on a tous compris que c'était le début. Les invités sont là, ils vous ont entendu. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous aimeriez communiquer? Mais en fait, je voulais, peut-être si j'avais envie de terminer par quelque chose, c'était justement
j'ai commencé par là aussi, de vous remercier, de vous dire, même si je ne sais pas regarder chacun dans les yeux, que c'est un engagement de poursuivre ce travail dans une différenciation claire entre opérateurs et régulateurs et avec la capacité de l'administration à accompagner le processus, à remercier encore une fois les artisans. Et s'il vous plaît, tous ensemble, essayons de faire ce que tu as aussi mis en évidence ce matin à la radio, que vraiment on ait un peu plus de fierté par rapport au travail de création extraordinaire, soit que vous faites, soit que vous permettez de voir au travers des institutions dans lesquelles vous travaillez. Parce qu'il n'y a pas d'artistes sans institutions et sans lieu pour les porter. Il n'y a pas de public sans artistes à rencontrer dans les salles de spectacle, dans les centres culturels, dans les bibliothèques. Et donc, je tiens à dire que je vais, si tu me le permets, lancer, on a doublé le budget des artistes invités ou des résidences d'artistes dans les écoles. Mon souhait est que l'artiste se sente bien chez lui dans d'autres lieux. Donc je vais lancer un appel sur des résidences d'artistes dans les bibliothèques, dans les centres culturels, même s'il y en a déjà, et ailleurs, parce que j'ai envie que artistes et publics sachent que au-delà des lieux, il y a une vraie rencontre à avoir. C'est ça que j'ai envie de porter. Merci.